Donc, je suis donc maître de conférence HDR en sciences de l'éducation, anthropologue à l'Université de La Réunion. Je vais parler au nom également de l'Observatoire de la parentalité, donc de la direction scientifique. Je vais vous présenter une étude issue justement de l'Observatoire. Mais avant cela, je remercie également mes collègues de l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien, avec qui nous travaillons depuis 5 ans, qui sont ici dans ce séminaire. César Koumbé du Mozambique, Toilou Mz Amadi du CNDRS des Comores, et également Olivier Randria Narivello, qui nous fait un salut de Tananarive à Madagascar. Donc, je remercie chaleureusement mes collègues, puisque nous faisons tous partie. Bon, il y a également des Mauriciens, des Seychellois et des Tanzaniens de cet observatoire de la parentalité de l'océan Indien, où nous travaillons sur des problématiques, bien sûr, en lien avec la famille, la fonctionnalité des rôles et fonctions. Voilà. Alors, je vais maintenant partir sur ma communication avec un partage d'écran. Voilà. Voilà. Vous le voyez? Voilà. C'est bon, ça fonctionne de votre côté? C'est bon, Oui oui. ou non? Très bien. Merci. Donc, cette étude que je vous présente aujourd'hui est issue donc, de l'Observatoire de la parentalité que nous avons ouvert entre l'Université, la CAF de La Réunion en 2015. Aujourd'hui, nous avons un deuxième observatoire dans le département d'outre-mer qui est à la Martinique, qui vient d'ouvrir en juillet dernier. Donc, c'est une étude sur le soutien à la parentalité et le Covid. L'Observatoire de la parentalité a plusieurs fonctions. Une fonction recherche que j'amène. Nous avons travaillé sur le rôle et la fonction du père, la monoparentalité à La Réunion, la famille recomposée, bien d'autres études sur des dispositifs et des évaluations. Nous animons aussi le réseau du soutien à la parentalité, animation, conseil, perspective. Voilà. Nous avons des livrables aussi au sein de l'Observatoire. Bien, je vous conseille d'aller sur le site de l'Observatoire pour en savoir plus. À travers l'Observatoire, nous avons mené une étude que nous avons également sur l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien, en lien avec cette fameuse pandémie. Donc aujourd'hui, je vous parlerai du soutien à la parentalité. Nous avons fait une étude en 2020 dans un contexte de retour progressif à la vie normale. D'accord. Alors, les temporalités des formes de confinement entre l'Hexagone et la Réunion ou l'océan Indien ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas eu le confinement que vous avez eu l'an dernier en automne. Par contre, juillet, août, septembre, octobre a été vraiment presque strictement, pas confiné totalement, mais avec l'épidémie qui est repartie à la hausse. Donc, des temporalités différentes. Donc, il y a des termes parfois qui vont varier avec ce que vous vivez dans l'Hexagone pour n'arrêter que là. Donc, on a souhaité interroger le réseau des acteurs du soutien. C'est les résultats que je vais vous donner, ce n'est pas forcément les parents, mais le réseau des acteurs qui a fleuri depuis 20 ans, un peu comme dans tous les départements de France, avec l'aide des REAP, du CLAS, de la médiation familiale et bien d'autres associations qui n'appartiennent pas à ces fédérations, j'oserais dire, du soutien de l'État. Nous avons voulu savoir un peu leur perception des besoins actuels des parents, du climat familial ambiant et d'autre part sur leur activité, leurs difficultés, leur stratégie, leurs perspectives en matière d'accueil des parents pendant la pandémie. Donc, vous voyez les chiffres, 350 mails envoyés, donc du quantitatif surtout, 46 répondants, 36% de réponses. Alors, quels sont le cadre qu'ils exercent? Ils sont soit en institution, collectivité, CAF, éducation nationale, voilà, le plus de répondants, profession médico-sociale, 8%, association, 41,3%, on a les chiffres identiques, et activité libérale, voilà, on a des chiffres à miroir, bien sûr, on ne les a pas trafiqués. Donc, voilà un petit peu les répondants, les répondants. Alors, du coup, on va partir un petit peu dans les résultats maintenant. Donc, c'est une micro-étude, attention, une micro-étude via les nouvelles technologies, mais on a voulu interroger le réseau du soutien à la parentalité à La Réunion. Donc, dans ce contexte sanitaire actuel, quels sont selon vous les principaux besoins des parents? Alors, vous les lisez, je vais les commenter. Il y a eu surtout des besoins en lien donc avec l'accompagnement psychologique, couplé à l'accompagnement à la parentalité. Donc, je me lance sur le. Voilà. Alors, besoin surtout d'écoute, ça arrive en premier, regardez d'écoute, de suivi, voilà, au rôle et la fonction parentale, et un suivi psychologique. Lorsque nous interrogeons les acteurs participant à cette enquête sur les besoins actuels, ceux-ci répondent de manière quasi unanime avec des formulations plus ou moins proches, le besoin d'écoute, le besoin de proximité. Nombre de répondants évoquent la nécessité d'accompagnement de ses parents, certains préconisent même un suivi psychologique.
L'isolement généré par le confinement a pu avoir des effets délétères sur la cellule familiale, et Jérôme en parlait juste avant moi. En plus de l'inquiétude sanitaire, se greffent parfois les résurgences de certains traumatismes non traités, jusque-là ou plus ou moins endormis. Ces situations requièrent parfois une aide ou un suivi psychologique. Alors, c'est intéressant, dans l'outre-mer et à La Réunion, dans la zone de l'océan Indien, nous avons le climat, les cyclones. Et pourquoi je parle des cyclones tout d'un coup? C'est que à La Réunion, je m'arrêterai à La Réunion, mes collègues parleront pour Madagascar et les Comores ou le Mozambique, mais à La Réunion, nous sommes habitués à des micro-confinements en période de cyclone, d'accord? Donc, dans les périodes cycloniques, on est enfermé 3 jours, 4 jours, peut-être, voilà, maximum une semaine, un gros cyclone avec les, voilà. Donc, cet enfermement, on l'a vécu et ça a ravivé chez les Réunionnais cette période de l'entre-soi. Donc voilà, ça c'est à dire un petit peu le contexte. Certains parents montrent bien sûr des signes d'impatience, de nervosité, d'agressivité, traduisant en outre une charge mentale élevée ou un trop-plein émotionnel. Ceci peut occasionner un désengagement du parent, une rupture relationnelle avec l'enfant ou une carence affective au sein du système familial, et par incidence avec des problèmes peut-être plus graves par la suite. Les enfants sont également concernés et développent pour certains des troubles anxieux. Alors on a fait un peu aussi de qualitatif, je sais pas, voilà, pour tourner autour du quanti. On a interrogé dans les écoles maternelles des ASEM qui préconisent aussi ce comportement qui est beaucoup plus difficile avec la crise. Au niveau des CMP aussi, des adolescents, on relève beaucoup plus d'addiction, voilà, de refuge dans des détresses, addiction aux écrans, bien sûr. Donc, et voilà, les CMP, les CMPEA sont aussi saturés et plaident pour des moyens supplémentaires vers le suivi psychologique. Alors, d'une manière générale, les réponses nous indiquent que les parents ont besoin d'être rassurés pour pouvoir rassurer à leur tour les enfants. Jérôme parlait tout à l'heure des enseignants qui vont rassurer les parents, donc il y a ce terme, voilà, rassurer aussi. Et là, où le doute et l'incertitude règnent, parallèlement sont évoquées la nécessité de réactiver le lien social. Il s'agit de pouvoir échanger avec d'autres personnes, d'autres parents, de prendre part à des activités extérieures, également à des activités de bien-être, yoga, relaxation, méditation. Voilà. Là, je parle de l'après-confinement, bien sûr, la gestion des émotions. Donc, les répondants évoquent la nécessité encore plus marquée d'un soutien à la parentalité adapté aux exigences de la période actuelle. C'est ça qui est intéressant à travers cette étude, puisqu'on interroge les acteurs qui accompagnent les parents. Aujourd'hui, ils nous disent qu'on a des besoins spécifiques qui n'existaient pas hier, et à nous de trouver des stratégies, à nous d'aller vers les besoins des parents. Voilà. Alors, hop, par exemple, ici, on a une répartition selon les institutions qui ont été sollicitées, vous voyez, associations, activités libérales, secteur médico-social. Donc, vous le voyez, quels sont selon vous les principaux besoins des parents? Donc, vous le disiez en même temps que moi, donc il y a des besoins divers qui se recoupent au centre avec ce besoin d'écoute, de rompre l'isolement, le soutien psychologique, comme je l'ai dit, voilà, gestion du stress et ensuite des besoins plus spécifiques aux instances qui ont répondu. Je vous laisse des livres, je poursuis. Et donc, la difficulté, une des difficultés majeures donc, rencontrées par les parents, c'est l'insécurité financière et le risque de violence. Alors ça, c'est important parce qu'à La Réunion, la violence, elle a des chiffres beaucoup plus forts que dans l'Hexagone, violence intrafamiliale. Et là, les acteurs interrogés nous font part des difficultés nées du confinement qui perdure à plus ou moins grande échelle pour certaines familles. La première difficulté, c'est la finance, la perte de l'emploi, totale ou partielle, le chômage, génère de l'insécurité, voire de la précarité, et ces situations peuvent prendre des contours et un climat familial sous tension, avec des conflits, voire des violences. Donc là, on voit le lien entre l'économie de la famille et le climat familial, notamment des études, il y a régulièrement des études sur la violence à La Réunion, on a des associations telles que le CEVIF, le VIF, qui œuvrent là-dessus. Quelles sont les contraintes, difficultés, carences majeures pendant cette période? Donc vous les voyez aussi. Alors, pour l'accès à l'usage numérique, il faut dire que l'usage
La démocratisation du numérique n'est pas encore totale à La Réunion. Les causes, déficit de la couverture numérique dans l'île, faible surtout dans les hauts de l'île, et encore des manques de compétences, voilà, un coût élevé. Les populations les plus fragiles sont souvent les plus concernées, donc ben oui, moins de liens, et par rapport à ce que disait Jérôme, eh bien, on a eu une rupture plus forte dans la relation famille-école avec le numérique pendant le confinement. Ça a été très, très, très marqué à La Réunion, avec des liens qui n'existent plus de liens du tout. Lorsque les enseignants utilisaient le numérique, parfois un ordinateur pour 10-15 personnes, vous voyez, donc des problématiques amplifiées par justement le surpeuplement. Donc ça rejoint aussi la communication précédente de Philippot, je veux dire, et de Jérôme. Les répondants témoignent du caractère perturbant de la dématérialisation et des démarches administratives. Les Réunionnais préfèrent aller sur place, le contact. Bon, voilà. Donc, la visibilité et en même temps la lisibilité de l'offre de services territoriales en matière de soutien à la parentalité et d'accompagnement social est touchée justement, puisqu'aujourd'hui, le numérique a une large place, et là on voit des fractures qui s'amplifient dans ce contexte, surtout des hauts de l'île. Alors, globalement, diriez-vous que les relations entre parents et enfants sont meilleures, inchangées, dégradées, surtout, vous voyez, les difficultés majeures, elles sont surtout dégradées, voilà, isolement, la perte du lien social, synonyme de déprime, et surtout, voilà, en termes aussi d'accompagnement scolaire, je viens de le dire, la tâche n'a pas été aisée pour tout le monde, hein, le constat des inégalités a été flagrante, et donc encore plus marqué, d'autant plus vrai que le logement est exigu, particulièrement pour les familles nombreuses. Hein, Jérôme en a parlé, ne fait qu'amplifier le phénomène cité un peu plus haut. Donc, ce retour à la normale supposé, en tout cas depuis le déconfinement et la reprise des activités en mode dégradé, l'incertitude quant à l'avenir demeure intacte. Le confinement a-t-il laissé des traces? Oui. Outre les difficultés financières, qui persiste, c'est la santé, et notamment la santé mentale, qui interroge de manière pressante les professionnels du secteur médico-social. Les fragilités recensées tournent autour du mal-être, du surmenage, de l'angoisse. L'inquiétude des parents se focalise également sur la santé des enfants et l'impact sur leur développement. Voilà. Donc, parmi les parents que vous accompagnez, quel est le sentiment dominant vis-à-vis de la période actuelle? Alors, surtout de l'inquiétude. Hein, voilà, regardez, optimisme 4,3. Alors, l'optimisme, c'est la chute totale. Et résignation, voilà, hein, devant la fatalité, quelque part. Et ce fatalisme, c'est implicite dans le sens commun à La Réunion, le fatalisme des origines, le fatalisme de la relation aux ancêtres. Voilà, pour une société anciennement esclavagiste, coloniale, post-coloniale, donc c'est assez lourd. Hein, et du coup, c'est renforcé. Comment dirais-je, les indicateurs de souffrance sont renforcés. J'avance un petit peu. Tu me donneras le temps, Bernard, hein, si je suis. J'ai encore du temps, je pense. Donc, et vous, quel est votre sentiment dominant vis-à-vis de la période actuelle? Donc là, on leur demande aux acteurs de soutien à la parentalité. Voilà, c'est un peu plus atténué, mais en tout cas, bon, c'est plutôt inquiétude, voilà, résignation. L'optimisme est un peu plus fort que par rapport à l'avis qu'on demande sur les parents. Donc, le sentiment des acteurs sur la période actuelle, nous pouvons émettre l'hypothèse que, de par leur parcours de vie, leur cursus de formation, leur système de valeurs, leur activité d'accompagnement, fondée pour la plupart sur la connaissance de soi, la gestion des émotions, le développement de la résilience, la psychologie positive, la confiance en soi et dans l'autre. Là, je parle de ces acteurs de soutien à la parentalité avec une flopée de programmes québécois, européens. Nous sommes sur l'émergence de programmes de l'océan Indien, nous y arriverons un jour, en tout cas sur l'étude des contextes, montre que quelque part, ce qui est essentiel pour eux, c'est d'influer une dynamique auprès des parents accompagnés. Ces acteurs ont choisi de sortir de la crise par l'émulation, l'optimisme, avec quand même une volonté forte chez les acteurs, hein, de dépasser. Donc, quelles sont vos principales préoccupations aujourd'hui? Hein, c'est les acteurs du soutien à la parentalité qui répondent. Donc, le travail perturbé par les considérations d'ordre sanitaire, ça, sans doute, regardez les chiffres. Sentiment de ne pas pouvoir assumer ses missions comme souhaité, interruption du projet, ben oui, tous ces projets mis en place ont été interrompus, puis plus bas, donc en bleu, difficulté accrue de conciliation avec les agendas, manque d'équilibre outils numériques, difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle.
Voilà, donc quelles sont les principales préoccupations aujourd'hui? Voilà, quelques vertimes, du coup, on les a rassemblées. Gestion des absences, protocole sanitaire changeant, recruter de nouveaux parents, peu de contact humain direct. Vous imaginez cette flopée d'associations, que ce soit dans la relation famille-école, les associations de quartier, qui renforcent les compétences, en tout cas qui tendent à donner confiance, à stimuler, avec des programmes ou simplement des groupes de parole, elles se retrouvent avec plus personne. D'accord? Donc, c'est les coquilles vides. Maintien de l'activité ou pas, fragilisation. Voilà, mobiliser les parents comment? Imaginez-vous, est-ce que vous allez repartir dans les groupes de parole aujourd'hui? Ben non, d'accord? On constate que les lieux d'accueil par enfants sont vidés, évidemment. Les lieux d'accueil par enfants, vous savez, le parent est accompagné de l'enfant. Il y a toute une dynamique et ça marche bien, les lieux d'accueil par enfants. C'est vraiment là où on retrouve les motivations des parents qui entrent dans ce renforcement des compétences avec leur enfant, des activités diverses. Donc voilà un petit peu les préoccupations, l'état du réseau aujourd'hui. À l'heure actuelle, disposez-vous de tous les moyens, ressources nécessaires et suffisants pour accompagner les parents. Donc, alors, vous voyez, tant que moi, du coup, plutôt oui, quand même, plutôt oui, cela dépend, 41%, les chiffres, plutôt oui. Bon, voilà, quand même marqué de certaines incertitudes, hein, le tout à fait, bon, 6%. D'accord? Donc, quelle part représente l'accompagnement à distance au sein de vos activités? Voilà, aucune. Un quart, 43%. Hein, donc, on retiendra ceci, vous voyez, donc les trois quarts, la totalité. Donc, il y a vraiment un déficit pour instruire voilà, un accompagnement à distance. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il n'y a pas assez d'équipement et puis le réseau dans les hauts n'est pas assez performant. Ce qui fonctionne, alors je vais tout dire, puis après je vais présenter. Diriez-vous, oui, ça fonctionne? Diriez-vous que le contexte actuel a permis de développer le principe d'aller vers les familles? Alors, pas du tout, un peu moyennement, vous voyez, 39%, 26%. Donc, le aller vers les familles est très important. Et c'est là où, justement, le réseau, le principe de base reste cependant de garder le lien malgré la distance par tous les moyens. Parfois de façon originale et inventive, ce principe doit toujours être renforcé et doté de moyens adéquats. Il faut cependant déterminer en amont ce que veut dire aller vers les familles. Alors, ce aller vers, il ne cesse de le répéter dans les instances sociale éducative à La Réunion, sachant que quand même, la relation entre la famille et les professionnels s'est surtout dégradée, hein, elle reste inchangée, mais bon, voilà, elle est dégradée à 32,5%. Ceci peut s'expliquer du fait de la difficulté à régler ou réguler certaines situations à distance aussi. Hein. Il peut également y avoir un sentiment de méfiance, en particulier vis-à-vis des institutions. Notons aussi que les acteurs associatifs et ceux exerçant une activité libérale expriment une amélioration de ces rapports. Euh, Ceux-là ont une relation de proximité avec les parents plus effective que celle proposée par les institutions et les professionnels du secteur médico-social. Donc c'est vrai que dans les 4 groupes d'acteurs, voilà, associations et donc et activités libérales ont plus de contacts que les institutions ou le secteur médico-social. Ça, c'est intéressant. Alors, quelles sont les stratégies maintenant? La crise sanitaire a-t-elle influencé durablement votre pratique professionnelle? Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Il faudrait que tu conclues là. D'accord. Alors, j'avance un petit peu. Disposez-vous d'une stratégie pour soutenir les parents? Oui, 54%. La stratégie, surtout la dynamisation du réseau. Repartir par le maillage du réseau, croisé, afin que, voilà, comment s'exprime cette stratégie de façon organisationnelle, tu l'avais dit en introduction, Bernard, les mondes organisationnels, fonctionnels, voilà. Vous le lisez en même temps, j'avance un peu. Avez-vous l'impression de pouvoir compter sur le réseau des acteurs de soutien à la parentalité? Alors, pas du tout moyennement, totalement. On a voilà, le réseau associatif, les institutions, le secteur médico-social. On pourrait affiner ceci, donc voir par quelle entrée, quel serait le réseau qui pourrait être le plus dynamique là-dessus. Comment les actions menées concernant les actions menées avant la crise sanitaire, elles ont pu reprendre 17%, elles n'ont pas pu reprendre 19%, elles ont pu reprendre partiellement, c'est surtout ça.
Donc, on est un peu en de sien. En conclusion, les acteurs, l'animation de ce réseau est un impératif si l'on souhaite que celui-ci, concrètement, soit concrètement utile aux acteurs, avec des ateliers de réflexion stratégique incluant les parents, et c'est ce qui est important, les besoins des parents, d'où cette étude, la prochaine étude, ça sera sur les parents, les besoins des parents, là on a travaillé sur les acteurs, la participation au groupe de travail thématique et l'élaboration d'outils d'accompagnement locaux. Donc quelque part, finalement, ce confinement et cette période de pandémie avec un arrêt, un retour à soi, c'est le retour à soi aussi sur le local, ce n'est pas le localisme, mais quelque part il ressort qu'on a besoin d'outils pour la population réunionnaise avec voilà, une construction de la pensée à partir des besoins de la Réunion et non pas forcément des méthodes qui arrivent du Nord, du Québec ou de l'Hexagone, qui sont très bonnes aussi, mais les acteurs disent on veut aussi penser par nous-mêmes puisqu'on a eu un arrêt, et nous sommes sur une île, d'accord, vous comprenez le lien, arrêt des bateaux, arrêt des avions, débrouillons-nous par nous-mêmes, et les historiens le disent, à chaque fois qu'il y a eu des crises à la Réunion, c'est le retour à soi, le retour à la terre, bien sûr pour se nourrir, mais aussi pour penser. Aujourd'hui, on a toute une problématique sur la question de l'identité qui revient à la Réunion, qui n'est pas en lien non plus avec cette rupture, cette coupure, et Bernard qui a étudié tout ça le sait bien, hein, ces formes de résistance, voilà, de positionnement du réunionnais, l'homme réunionnais, la pensée réunionnaise. Et ce week-end, il y a tout à la part des expositions, comment on appelle ça, le salon de l'identité réunionnaise, c'est fort, c'est la deuxième année, donc on a eu des 20 ans, les années 90-2000 avec vraiment c'était poussif, les années 2010 où vraiment ça a été un creux, et là on repart, et là pour conclure, je dirais simplement que bien sûr, prévention de la santé, santé mentale, il y a des formes voilà, d'émulation par le soi, hein, le retour à soi, le retour entre nous, nous les capables en créole, pas plus, pas moins. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute.